Nous passons tout de suite à la communication de Katia Blairon, qui est maître de conférence HDR en droit public à l'Université de Lorraine, sur la question « Existe-t-il un régionalisme financier en Italie ?» On passe donc de la Grande-Bretagne à l'Italie. Merci Madame la Présidente. À mon tour de remercier chaleureusement Céline Husson et Basile Ridard, ensemble avec évidemment la Fondafip et le professeur Bouvier, pour leur invitation et surtout pour commencer cette année universitaire en déconstruisant les concepts. Moi, je trouve qu'après tout ce que l'on a vécu, eh bien, c'est très prometteur sur ce dynamisme universitaire, scientifique que l'on va souscrire et commencer ainsi, je trouve ça très, très stimulant pour nos professions, pour nos métiers et évidemment très stimulant d'un point de vue intellectuel dans les échanges. Alors, je voudrais, à travers le sujet qui m'est dévolu, démontrer et expliquer que les mutations contemporaines de l'État sont celles du régionalisme financier italien. Les deux évoluent évidemment en même temps. Alors, pour ce faire, je voudrais qualifier, définir, dire en quoi consiste le régionalisme financier italien et de manière particulière. Alors, je vais mobiliser des critères connus, d'ailleurs que Alexandre Guigues a rappelé en partie, en tout cas pour mon analyse. Et si ces critères sont connus, ils sont par définition variés et sont susceptibles d'interprétations différentes dans la pratique. Ce qui va me permettre de faire émerger un modèle, celui du régionalisme financier italien, donc un modèle que je vais qualifier d'évolutif et malléable, en raison justement de ces pratiques différenciées, mais qui sont caractéristiques du système italien. Alors il s'agit en effet d'un modèle, car l'idée de l'État régional a été forgée en Italie par sa doctrine. Ambrosini, mais là je développerai dans ma contribution écrite en particulier, mais Gaspard Ambrosini disait qu'un des traits caractéristiques de l'État régional, ce sont des collectivités territoriales fortes, donc les régions, qui ont des pouvoirs beaucoup plus étendus que dans des collectivités correspondantes dans les États unitaires, mais sans acquérir une position égale de celle des États membres d'un État fédéral. En somme, le régionalisme financier, comme le régionalisme politique, c'est une situation intermédiaire. Ça aussi, c'est la doctrine française, là pour le coup, qui l'avait qualifié ainsi. Et donc, je vais essayer de vous expliquer où se trouve le curseur, mais ce curseur peut varier en fonction des différentes expériences, des crises politiques ou des périodes de l'histoire. Alors ici réside en réalité une première problématique du régionalisme financier qui se définit en référence à l'État unitaire ou à l'État fédéral. Il emprunte tantôt à l'un, tantôt à l'autre, et il faut partir en réalité des régions qui constituent ce régionalisme. Alors pour le comprendre, les régions italiennes jouissent d'une autonomie extrêmement forte et variée. Alors là aussi, je passe un petit peu vite pour aller ensuite à l'essentiel, mais il s'agit d'une autonomie administrative que nous connaissons en France, mais il s'agit aussi d'une autonomie politique qui est garantie par la Constitution. Cette autonomie politique se double d'une autonomie législative dans le cadre de compétences attribuées, compétences qui sont réparties dans la Constitution italienne selon une technique d'ailleurs qui est non sans rappeler celle du fédéralisme, avec une énumération donc des compétences. Et le dernier volet de cette construction, eh bien, c'est l'autonomie financière donc des régions. Alors cette autonomie financière est prévue par l'article 119 de la Constitution italienne qui a été réformée en 2001. Alors une réforme constitutionnelle de 2001 avait été censée transformer l'État italien, jadis régional, dans le sens du fédéralisme. Et la nouvelle rédaction de l'article 119 de la Constitution italienne visait justement à renforcer ces garanties constitutionnelles de l'autonomie financière des régions, tant au niveau des ressources qu'au niveau des dépenses. Donc là aussi, je ne rentre pas tout à fait dans les détails, on pourra y revenir au besoin, mais tel était en tout cas l'objectif. On disait d'ailleurs en 2001 que la réforme de 2001 était une réforme en sens fédéral qui transformait l'État italien en un État fédéral.
Alors Mortati, autre grande figure de la doctrine italienne, qualifiait toujours l'autonomie financière comme une véritable pierre angulaire du système régional. Cependant, il s'est avéré qu'en pratique, cette autonomie financière est devenue le maillon faible du modèle italien, en raison de deux facteurs. D'une part, l'imprécision des dispositions constitutionnelles, ou encore de leur non-application pure et simple. Alors, l'article 119 a fait les frais, si je puis dire, de cette imprécision des dispositions ou de leur non-application. Son application, l'application de l'article 119 a été lacunaire ou tardive. En raison de la répartition des compétences constitutionnelles, c'était aux législateurs étatiques d'adopter les lois cadres permettant aux régions de pouvoir commencer à exercer leur autonomie financière, et notamment du point de vue des recettes, mais le législateur étatique n'est pas intervenu en raison des alternances politiques des années 2000, 2001, 2006, 2008. Puis, je l'expliquerai après, sont venues les différentes crises, crise financière, crise politique et puis la crise sanitaire. Il en a été de même pour une loi de délégation, alors c'est une loi mais adoptée selon des procédures et des objets différents, une loi de délégation de 2009, que les Italiens ont intitulé expressément « Loi sur le fédéralisme fiscal ». Alors cette loi de 2009, très ambitieuse dans ses textes, prévoyait par exemple une suppression des transferts des ressources financières au profit d'impôts propres, voire partagés avec l'État, notamment par exemple en matière de TVA. Une des mesures phares aussi de cette loi de 2009 était un renforcement de l'autonomie financière à travers un renforcement de la responsabilisation des acteurs locaux. Il y avait même un système de sanctions financières à la fin des mandats politiques si les budgets étaient laissés en déséquilibre à la fin du mandat. Et puis, la loi de 2009 renforçait des instances de coopération dans la prise de décision financière et budgétaire. Mais ces instances, par exemple de concertation, n'ont jamais fonctionné. Et le Sénat, par exemple, entre autres, qui est censé être élu sur une base régionale comme le prévoit la Constitution, n'a jamais fonctionné comme une chambre de représentation régionale. Alors, l'article 119, avec la loi de 2009, contenait déjà en eux une complexité extrêmement forte qui a laissé un bilan extrêmement mitigé. Alors c'est dans ce cadre que l'on peut s'interroger sur la question de savoir si le régionalisme financier italien existe. Alors sur cette base, le régionalisme financier italien peut se définir en trois temps, en tout cas de trois manières qui se rassemblent. Dans un premier temps, le régionalisme italien, le régionalisme financier va emporter des caractéristiques qui sont propres au fédéralisme, tant politique que financier. Et là, je rejoins ce que Alexandre Guig a évoqué. On retrouve le principe d'autonomie politique et financière. On retrouve le principe de participation à travers des instances de concertation. Alors j'évoquais le Sénat, mais il y a aussi des conférences, États, régions, même en matière de finances publiques. Répartition des compétences financières et fiscales dans l'article 117 de la Constitution. Et puis le renvoi à ce fameux fédéralisme fiscal par la loi de 2009. Mais même ce fédéralisme fiscal, en fait, est une traduction impropre du fiscal fédéralisme de la doctrine américaine, qui est en pratique dévoyé par des mécanismes qui sont propres, ceux-ci, à l'État unitaire. Et ça, c'est le deuxième temps, la deuxième caractéristique du régionalisme financier italien. En effet, ce régionalisme financier va emprunter en même temps des caractéristiques de l'État unitaire. Alors, on retrouve, par exemple, un encadrement très strict de l'autonomie financière et budgétaire par des principes fortement interprétés par la Cour constitutionnelle italienne. Principe d'unité juridique, mais aussi principe d'unité économique du pays, avec le principe, là aussi, de loyauté, qui n'est non sans rappeler, là encore, le droit allemand, par exemple.
Par ailleurs, on retrouve aussi des mécanismes de solidarité, comme le fonds de péréquation, des fonds de péréquation qui sont décidés par l'État, mais qui sont très fortement influencés par l'État, en plus avec une impossibilité pour les régions de créer leurs propres impôts librement. Enfin, troisième et dernière caractéristique que je voudrais souligner, c'est que ce système est évolutif. Alors, je l'ai déjà un petit peu souligné à demi-mot. Et c'est sur ce point que l'on peut se demander si le régionalisme financier italien existe, ou au contraire, si ce n'est pas justement précisément en raison de cette évolution que l'on peut caractériser le régionalisme financier italien. Alors en effet, pour reprendre la théorie de Carl Friedrich dans ses tendances du fédéralisme, le régionalisme italien a des tendances centralisatrices, décentralisatrices. Il a des tendances centripètes ou centrifuges. Et en effet, on a observé ces 20 dernières années des soubresauts fédéralistes, de réelles intentions fédéralistes, mais la tendance majoritaire, et surtout la tendance actuelle, mais qui s'inscrit depuis 40 ans en Italie, c'est une tendance quand même fortement centralisatrice. Et ces mutations, finalement, de ce régionalisme italien, eh bien, sont liées à deux séries de facteurs. Alors, le premier facteur, c'est le cadre constitutionnel qui présente, qui fournit des principes qui sont susceptibles de différentes interprétations. Alors, par exemple, les régions, depuis la réforme de 2001, défendaient une interprétation très décentralisatrice, voire fédérale, de la répartition des compétences. Elles avaient pu avoir quelques espoirs en ce sens au début des années 2000, mais la Cour constitutionnelle a coupé court à cette interprétation au profit d'une interprétation très centralisée au profit de l'État. État qui dispose d'un pouvoir de substitution aux régions en cas de défaillance politique ou financière pour la dispense de certaines prestations. État, enfin, qui a pu intervenir dans le domaine financier pour garantir une réglementation uniforme des compétences qui sont prévues par la Constitution. Deuxième facteur qui va influencer cette tendance centralisatrice du régionalisme financier, ce sont les crises. Et il se trouve qu'il y a plusieurs crises qui ont toutes abondé dans le même sens. Alors je vais encore prendre cette fameuse loi de 2009, la loi sur le fédéralisme fiscal, qui a subi de plein fouet absolument toutes les crises financières, politiques et sanitaires. Alors, dès 2012, cette loi de 2009 eh bien, a été remise en cause par la crise économique et financière, par l'introduction, par une loi constitutionnelle de 2012, du principe d'équilibre des budgets qui ont impacté directement les budgets régionaux, et donc a commencé à vider dans sa coquille les apports de la loi de 2009. Ensuite, la loi de 2009 sur le fédéralisme fiscal dépendait à son tour d'un décret d'application de 2011 qui avait été considéré comme le véritable pilier du fédéralisme fiscal à l'italienne. Mais ce décret de 2011 a à son tour été vidé de sa substance en 2020 par un autre décret de 2020 sur les mesures urgentes en matière sanitaire liées à la crise du Covid et qui reporte à 2023 la pleine réalisation du décret législatif de 2011, date pour laquelle la doctrine italienne émet de très nombreux doutes quant à la mise en œuvre de ce fédéralisme fiscal. Alors enfin, cette application de la loi de 2009 semblait vraiment vouée à l'impasse, mais une crise politique est venue finalement inverser un petit peu la tendance, finalement dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'à partir de 2018, 3 régions italiennes du Nord, la Lombardie, la Vénétie et l'Émilie-Romagne, ont décidé d'activer un mécanisme de l'article 116 de la Constitution qu'on appelle le régionalisme asymétrique, dit encore le régionalisme différencié. C'est-à-dire qu'elles ont réclamé des conditions d'autonomie supplémentaires et en particulier un renforcement de leur autonomie financière. Je pense par exemple à la Lombardie. Ce qui n'a pas été sans poser de débat. Là, toutes les régions italiennes sont intervenues
parce que tout a été fait sur la base d'accords politiques, en dehors de tout cadre constitutionnel qui n'a pas été tracé donc par l'État. Et ces 3 demandes d'autonomie renforcée, en fait, ont remis à plat le système régional global, car cela impactait aussi les autres régions. Donc là aussi, je pourrais y revenir, si vous voulez, dans les débats tout à l'heure. Alors, finalement, je vais conclure cette question du régionalisme financier italien en soulignant un paradoxe italien, mais qui a été déjà souligné par la doctrine elle-même. Le paradoxe, c'est le suivant, c'est-à-dire que l'autonomie financière est censée déclencher une dynamique de convergence et de renforcement des régions, mais sa mise en œuvre a abouti au résultat inverse, c'est-à-dire à une diminution de cette autonomie financière. Et dans ce cadre, je voudrais quand même ne pas rester sur ma faim et vous laisser perplexe par rapport à ce tableau évolutif et peut-être un peu flou que j'ai dressé, mais l'on peut définir le régionalisme financier par des critères identifiables qui tiennent principalement à l'autonomie de dépenses et de recettes, mais ce régionalisme financier reste en pratique un modèle très fluctuant. Je vous remercie pour votre attention.